Je m'appelle Jacques Touchon, je suis professeur de neurologie, mais j'ai aussi une formation de psychiatre et de gériatre. D'accord. Vous travaillez au CHRU de Montpellier. Voilà, et je fais essentiellement de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, sur les traitements médicamenteux et non médicamenteux. D'accord. Vous êtes assez pessimiste sur la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, en termes d'évolution de la maladie et de traitement médicamenteux en tout cas. Je suis pessimiste pour un aspect. Nous n'avons pas encore trouvé de médicaments qui bloquent cette maladie. Et donc, elle reste une épreuve majeure pour le patient, pour l'entourage, et pose des problèmes de santé publique extrêmement importants. Et donc, politique, économique, et probablement, très vite, éthique. Si nous n'arrivons pas à bloquer, si le nombre de patients nous submerge, quelle attitude on va avoir avec ces personnes âgées, dépendantes, parce qu'ils ont cette maladie. Sans compter que vous semblez aussi dire qu'en termes de prise médicamenteuse, aujourd'hui, on multiplie les traitements. Les médicaments spécifiques dont nous disposons ont une action, mais elle est modeste. Mais ce ne sont pas des médicaments qui bloquent le processus de la maladie. Ils améliorent les symptômes. Et le problème qui se pose est celui des symptômes psychocomportementaux. Cette maladie va transformer le psychisme, va transformer le comportement, va transformer la personnalité. Et ces troubles comportementaux sont la raison la plus importante de l'épuisement de l'aidant, de l'épuisement de l'entourage. Et parfois, le motif d'une mise en institution brutale, rapide, mal préparée. C'est pour cela que les moyens non médicamenteux sont extrêmement importants et nous disposons de beaucoup de moyens non médicamenteux. Il faut considérer le traitement de la maladie d'Alzheimer comme un traitement global. C'est la personne qu'il faut traiter, c'est son entourage qu'il faut traiter. Et si on ne peut pas, pour l'instant, on y arrivera, bloquer la maladie, il faut permettre à ce patient de vivre avec le moins de souffrance possible, le plus de dignité possible. Et aider l'entourage, les aidants dits naturels, à moins souffrir, parce qu'ils s'épuisent et ils se désespèrent, et c'est là quelque chose de terrible pour eux. Dans les moyens de traitement non médicamenteux, il y en a plusieurs, mais la musique est probablement un des moyens les plus pertinents, les plus efficaces. Il y a deux types de musicothérapie. La musicothérapie active, où on agit soi-même avec des instruments musicaux très simples, en général la percussion, et la musicothérapie réceptive. Avec Stéphane Guettin, dans le cadre de notre équipe INSERM, on a mis au point une technique qui s'appelle MusiCare, où nous fabriquons des musiques originales, et peut-être que je vous expliquerai pourquoi, et nous appliquons des séances de musicothérapie d'une durée de 20 minutes, avec d'abord un rythme relativement rapide, beaucoup d'instruments, et le tempo diminue progressivement, le nombre d'instruments diminue, pour arriver à une zone où la musique est très lente, tempo très lent, un seul instrument, puis une reprise, mais moins rapide que ce qu'on avait au départ. Ce montage en U nous a permis, en l'appliquant de façon très régulière, très méthodique, d'obtenir des résultats importants, en particulier sur l'anxiété et la dépression. Ce type de technique, analysée, utilisée scientifiquement, a permis de démontrer que la musicothérapie diminue le degré d'anxiété des patients Alzheimer, diminue le degré de dépression. Mais aussi, on l'a utilisé chez les soignants, diminue le stress des soignants. Ce qui est important de considérer, c'est que dans le traitement de ces patients Alzheimer, on a
on utilise beaucoup de médicaments qui ne devraient pas être utilisés. Des neuroleptiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Et que justement, avec cette technique de musicothérapie, on peut diminuer la consommation en psychotropes, en anxiolytiques, en antidépresseurs. On a démontré ça chez des douloureux chroniques. On a diminué la douleur avec la musicothérapie, mais surtout on a diminué fortement les doses d'antalgiques, d'anxiolytiques et d'antidépresseurs pris. Cette stratégie de traitement utilisant la musique me paraît être une des stratégies non médicamenteuses les plus efficaces. Aujourd'hui, vous avez mené une étude qui prouve ces effets-là. Est-ce que ça signifie que... Est-ce qu'elle est publiée? Est-ce que ça signifie que c'est des techniques qui vont pouvoir se généraliser? Tout à fait. Alors, bien sûr, toutes les études que nous avons menées ont été publiées dans des revues scientifiques internationales. L'utilisation de notre système musical se répand dans beaucoup de CHU, dans beaucoup d'EHPAD, dans beaucoup de cliniques chirurgicales et médicales. Nous avons plusieurs possibilités, soit des systèmes fixes que l'on met dans la chambre, et dans mon service, j'avais équipé plusieurs chambres de systèmes de musicothérapie, mais ce système peut être mis dans des services de réanimation aussi. Mais on a plus récemment développé des tablettes qui permettent de mettre en place ces séances en U de musicothérapie, tout en choisissant la musique. Chacun n'aime pas le même type de musique. Et donc on a tout un choix de musique classique, de jazz, de musique africaine, de musique sud-américaine, etc., de musique asiatique. Ces musiques sont des musiques originales. Pourquoi? Parce que si on donne comme musique une chanson, chaque chanson, pour chacun d'entre nous, est associée à un souvenir. Un ou plusieurs. Et ce souvenir peut être agréable ou désagréable. Puisque ce que l'on recherche dans nos séances de musicothérapie, c'est la détente psychomusicale. Il ne faut pas perturber ceci avec l'évocation de souvenirs. Et donc ce sont des musiques originales dans le domaine classique, dans le domaine du jazz, dans le domaine sud-américain, etc. Vous avez fait composer. Est-ce que là, les études que vous nous avez présentées, elles portaient sur 5-6 séances après? Est-ce qu'on mesure l'effet sur le long terme? Est-ce qu'on sait au-delà de 5 ou 6 séances si l'effet perdure ou... Alors, les 5 et 6 séances étaient pour les aidants et les soignants. Par contre, dans l'étude qu'on a menée pour démontrer l'action sur l'anxiété, on a, pendant 16 semaines, fait des séances tous les jours. Oui. Et l'effet sur l'anxiété a persisté 8 semaines après. À la 24e semaine, on a refait des tests, alors qu'il n'y avait plus de séances de musicothérapie, et le niveau d'anxiété est resté bas. Donc, il y a une mémoire de l'effet thérapeutique. Et alors, comment on finance ces séances-là? C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas... Alors, bon, pour les CHU, les cliniques, les EHPAD, il y a une proposition de vente du système qui permet, plus, ça c'est la loi du marché, plus le nombre d'achats est important, plus le prix est bas. Et donc il y a des groupes de cliniques qui se mettent ensemble pour acheter le système et l'utiliser régulièrement, ou des groupes d'EHPAD. Il y a de plus en plus de grandes boîtes qui groupent un grand nombre d'EHPAD. Mais par contre, à titre individuel, ça peut être aussi possible. On a parlé tout à l'heure des séances de musicothérapie à domicile, et on peut très bien utiliser le système musicaire à domicile. D'accord, parce qu'il n'y a pas du tout d'accompagnement thérapeutique après la séance ou pendant la séance? Alors, avant la séance, il y a un entretien qui permet déjà de souligner, de délimiter quels sont les goûts musicaux de la personne,
Et ensuite, après la séance, le soignant a une séance d'échange. Et ça, c'est important. Les soignants doivent être formés. C'est ça. Et des systèmes de formation sont mis en place. Mais le soignant, c'est n'importe quel soignant dans la chaîne de soins. Un aide-soignant, une infirmière, un psychologue, un médecin. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que de former les aidants familiaux, par exemple? Je pense qu'on peut former les aidants familiaux. D'accord, donc il y a quand même des ouvertures Et c'est très très important. Et tout à l'heure, était évoqué le fait de faire participer l'aidant à la prise en soin. Je pense que lorsque l'aidant participe à un soin, et en particulier la musicothérapie, ça peut aider et le patient et l'aidant.